Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre tout de suite les 4 premiers petits exercices du TD qui constituent en fait des exercices d'application directe. Donc, premier exercice, on vous demande de déterminer la constante, la dimension de la constante de Planck, en particulier de montrer que c'est soit une énergie fois un temps, soit une quantité de mouvement fois une longueur. Alors, pour montrer ça, on va partir de la formule qui donne l'énergie d'un photon E égale h nu. Ça veut dire que la dimension de la constante de Planck, c'est égal à la dimension d'une énergie divisée par la dimension d'une fréquence nu. Comme la dimension d'une fréquence, c'est l'inverse d'un temps, l'inverse de la dimension d'une fréquence, c'est effectivement un temps, et donc on a bien que c'est une énergie que multiplie un temps. Je vous rappelle au niveau des notations, les crochets veulent dire dimension de la chose qui est à l'intérieur, et puis quand on utilise grand T comme ça, c'est la dimension temps, la dimension longueur, la dimension masse qu'on va utiliser directement. Donc si vous vous retrouvez à mettre trop de crochets, notamment à la fin de votre calcul, vous n'avez que des crochets, c'est que vous faites une erreur dans l'utilisation de ces crochets. Bon, et donc, si je reprends l'énergie, je sais qu'une énergie, c'est une masse que multiplie une vitesse au carré. Donc, je prends une vitesse, je la mets au carré, et je peux réécrire ça sous la forme m L carré t-1. Voilà, donc ça me permet d'obtenir l'expression en termes des dimensions fondamentales, masse, longueur et temps. Si je réécris ce machin-là, je peux l'écrire sous la forme m L t-1 multiplié par L. Ça veut dire que c'est bien la dimension d'une quantité de mouvement multipliée par une longueur. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'inégalité de Heisenberg quand on dit que l'incertitude sur la position, donc une longueur multipliée par l'incertitude sur la quantité de mouvement, donc P, doit être inférieur ou égal à h bar sur 2, et le h bar est bien sûr homogène à h, puisque la division par 2pi ne change pas la dimension. Voilà, et donc ça nous permet de déterminer la dimension sous forme énergie fois temps, sous forme quantité de mouvement fois longueur, et puis la dimension de ce quantum d'action qui s'exprimerait dans le système international en kilogrammes mètre carré seconde moins 1. Ensuite, ça c'était l'exercice 1. Dans l'exercice 2, on vous demande de justifier que l'on peut dire, sans connaître d'ordre de grandeur, que la longueur d'onde de la lumière visible est forcément bien plus grande que la taille des atomes. Alors, ça c'est relié à quoi? C'est relié au fait que les objets constitués d'atomes qui sont organisés à un niveau, qui sont relativement compacts, de manière compacte, ces objets-là vont réfléchir la lumière. Donc en fait, quand vous arrivez à une surface d'un objet quelconque et que vous avez votre lumière qui arrive, pour que cette lumière soit réfléchie, eh bien, ça sera beaucoup plus facile si la longueur d'onde de la vague est bien plus grande par rapport à la longueur d'onde, à la distance qu'il y a entre deux objets. Vous pouvez prendre l'exemple de ce qui se passe justement en mer, quand vous arrivez sur une côte. Si vous mettez des piliers dans l'eau, les uns à côté des autres à 1 mètre de distance, la vague va rebondir sur ces piliers relativement naturellement. Il y aura très peu qui vont réussir à passer au travers. Donc ça, c'est une vague qui aurait une longueur d'onde de 4, 5 ou 10 mètres, par exemple, alors que si vous mettez des petites vaguelettes, il n'y aura aucun souci pour que la petite vaguelette de longueur d'onde de quelques centimètres passe au travers de vos piliers. Et donc ça nous dit que la longueur d'onde qui est ici, pour le photon, doit être beaucoup plus grand que l'espace entre les deux. Et effectivement, vous avez une longueur d'onde qui vaut à peu près 500 nanomètres, ça veut dire 5000 angstroms, alors que ici, la distance entre deux atomes est de l'ordre de l'angstrom. Ce qui fait que, sur la plupart des objets, quand un rayon lumineux va arriver, il va rebondir et vous allez avoir une réflexion ou une diffusion de ce rayon. Bien sûr, il existe quand même des objets qui sont transparents, les vitres par exemple, qui pourtant ne vérifient pas ça, mais ça, après, il faut faire intervenir des choses un petit peu plus détaillées pour pouvoir comprendre ce phénomène. Troisième exercice, un petit vrai ou faux, richtig oder falsch.
4 questions. Première question, tous les photons ont la même énergie. Ça, très clairement, c'est faux puisque on a dit, et c'est encore marqué ici, que l'énergie d'un photon, c'est h nu et donc ça dépend de la longueur d'onde et donc de la fréquence du photon. On peut marquer ça aussi, ça va être hc sur lambda et vous voyez que plus quand la longueur d'onde change, vous avez que l'énergie du photon va changer. Deuxième question. Lorsque la fréquence de la lumière augmente, sa longueur d'onde diminue. C'est vrai, puisque vous avez que lambda fois la fréquence doit être égale à la célérité de l'onde, qui est la vitesse de la lumière qui reste toujours la même pour la lumière, du moins dans le vide. Et donc, quand nu change, pour que le produit soit constant, il faut bien que lambda change aussi. En particulier, quand la fréquence augmente, lambda doit diminuer de manière à ce que le produit reste constant. Si vous multipliez par quelque chose de plus grand, il faut multiplier un truc plus petit pour que ça reste au même niveau. Troisième question. Si vous avez de la lumière violette, lambda égale à 400 nanomètres, qui ne cause pas d'effet photoélectrique sur un métal donné, alors automatiquement lambda égale 700 nanomètres ne pourra pas non plus causer cet effet photoélectrique. Alors ça, c'est relié à quoi? C'est relié au fait que pour avoir un effet photoélectrique, il faut que le photon qui arrive soit suffisamment énergétique pour pouvoir arracher l'électron et lui donner de l'énergie en plus de simplement le libérer, histoire que l'électron puisse aller jusqu'à l'autre électrode qui va la récupérer. Donc, si à lambda égale 400 nanomètres, l'énergie n'est pas suffisante, étant donné que si vous prenez un lambda plus grand, l'énergie est plus petite, si déjà avec une forte énergie ça suffisait pas, et une faible énergie, il n'y a aucune chance pour que vous ayez cet effet photoélectrique qui soit observé. Bon, dernière question de ce Richtige-Schütter-Falsch, c'est d'essayer d'estimer la longueur d'onde de de Broglie et de comparer qu'est-ce qui se passe pour une longueur d'onde de de Broglie du dihydrogène et une longueur d'onde du dioxygène, les deux gaz étant à la même température. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va essayer d'obtenir ça? Donc, on va dire que le dihydrogène, il se déplace à une vitesse VH2. Et la longueur d'onde du dihydrogène, c'est H divisé par la quantité de mouvement du dihydrogène. Et donc, ça va s'écrire H divisé par la masse de dihydrogène multiplié par la vitesse moyenne, la vitesse quadratique moyenne de votre dihydrogène. Bien. Pareil pour le dioxygène. Alors on pourrait se dire, la masse de dioxygène est beaucoup plus élevée, donc a priori, la longueur d'onde du dioxygène devrait être plus petite. Sauf que, ils n'ont pas forcément la même vitesse. Ce que vous savez, c'est que les deux gaz sont à la même température. Donc si on a la même température, ça veut dire que vous avez le fameux 3,5 de kBT qui est égal dans les deux cas, puisque j'ai la même température. Et le 3,5 de kBT, c'est l'énergie cinétique moyenne, donc je vais avoir 1,5 de la masse d'un oxygène fois la vitesse quadratique moyenne d'un oxygène, et de l'autre côté, j'ai 1,5 de la masse d'un hydrogène fois la vitesse quadratique moyenne de l'hydrogène au carré. Étant donné que la masse d'oxygène est plus grande que la masse d'un dihydrogène, à ce moment-là, automatiquement, ça me dit en passant que la vitesse du dioxygène va être inférieure à la vitesse du dihydrogène. Ça, je vous l'avais dit dans le cours sur la cinétique des gaz. Quand vous avez un gaz qui est léger, il va, à une même température, se déplacer plus vite, puisque il va stocker plus d'énergie dans le caractère vitesse que dans le caractère masse, pour son terme en énergie cinétique. Donc on a ça, sauf que là vous voyez que ce que je veux comparer, c'est à H sur MO2 VO2. MO2 est plus grand, mais VO2 est plus petit. Qui gagne? Là, vous pouvez remarquer que le rapport MO2 VO2 sur MH2
VH2. Vous voyez que là j'avais un carré, donc ça va être égal à VH2 sur VO2. Je réécris ça MV carré comme MV fois V, et je garde le MV, je divise par le MV de l'autre côté, et je fais passer la vitesse d'oxygène à droite, et je me retrouve avec ce rapport-là. Alors, ce rapport-là, vous voyez que ça correspond, en regardant ça, au rapport lambda H2 sur lambda O2, le H de la constante de Planck se simplifiant dans les calculs ici. Donc le rapport des longueurs d'onde est égal au rapport des vitesses. Et ce rapport des vitesses, on vient de prouver qu'il était supérieur à 1, puisque le dihydrogène, il va quand même plus vite à une même température que le dioxygène. Donc on vient de récupérer l'information que la longueur d'onde de De Broglie du dihydrogène sera plus grande que celle du dioxygène. Voilà. Et dernier exercice, ça va justement être de déterminer des longueurs d'onde qui sont associées à des particules. Donc on prend d'abord un ballon de football et puis après on regarde qu'est-ce qui se passe pour un électron. Donc on a un ballon de football de masse 500 grammes qui va à une vitesse de 54 km par heure. Alors tout de suite on se pose la question, 54 km par heure, ça fait combien de mètres par seconde? Vous savez qu'il y a une histoire de 3,6, vous avez certainement oublié s'il faut multiplier ou diviser par 3,6. Donc le mieux c'est de se dire en combien de temps on court le 100 mètres. Le 100 mètres c'est à peu près un tout petit peu moins de 10 secondes. 100 mètres en 10 secondes ça fait 10 mètres par seconde. Donc question, est-ce que quand vous avez la valeur en mètres par seconde, il faut multiplier par 3,6 ou diviser par 3,6? En d'autres termes, les champions du 100 mètres, est-ce qu'ils vont plutôt à 36 km/h, qui est 10 mètres par seconde multiplié par 3,6, ou plutôt à 3 km/h, qui est la vitesse de pointe de ma grand-mère? Donc, vraisemblablement, ma grand-mère n'étant pas championne olympique de 100 mètres, il faut multiplier les mètres par seconde par 3,6 pour avoir les km/h, et donc diviser les km/h par 3,6 pour avoir la valeur en mètres par seconde. Donc il me faut cette information. Résultat, et puis bien sûr là il va falloir me mettre en kilogrammes pour pouvoir obtenir les choses correctement. Donc si je calcule le P, ça va être MV, et donc le lambda correspondant c'est H qui est de l'ordre de 10-34 divisé par MV. Ça, vous voyez que c'est de l'ordre de 10-15. On divise par 2, donc même si c'était de l'ordre de 20, ça nous fait plus qu'un facteur 10. Donc finalement, on va avoir quelque chose dont l'ordre de grandeur va être de l'ordre de 10-35. Si on fait les calculs, on se rend compte que ça fait 8,8 10-35. En quelle unité? A priori, je suis en mètres puisque je me suis remis dans les unités du système international. Et en faisant ça, vous voyez que la longueur d'onde de votre ballon est extrêmement petite. Elle est de l'ordre de grandeur de la longueur de Planck. Elle est très très petite. Enfin, vous voyez, plus proche de la longueur de Planck que vous. Donc il y a quand même peu de chances que vous voyez votre ballon de football faire des interférences si jamais vous les essayez de le faire passer au travers de deux trous qui devraient avoir une taille de cet ordre de grandeur-là si vous voulez voir quelque chose. Résultat, le ballon est beaucoup trop grand pour pouvoir passer à l'intérieur, donc ça ne sert absolument à rien d'utiliser la mécanique quantique pour essayer de décrire votre ballon de football. À notre niveau, la mécanique classique sera tout à fait suffisante. Pour la deuxième partie de l'exercice, si vous prenez un électron d'énergie qui vaut 1 gigaélectronvolt, 1 gigaélectronvolt, ça fait beaucoup. Et en fait, si on essaye de calculer en disant que cette énergie-là, c'est l'énergie cinétique de votre électron, vous trouvez une vitesse de votre électron qui est de l'ordre de 2 10 puissance 10 mètres par seconde. Et ça, c'est pas acceptable. 2 10 puissance 10 mètres par seconde, vous êtes bien au-delà de la vitesse de la lumière dans le vide, et donc la relativité va vous dire que c'est pas possible, la vitesse étant la vitesse limite, que donc cette vitesse de 3 10 puissance 8 mètres par seconde étant la vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser.
Donc on est obligé d'utiliser une formule relativiste. Alors pour la formule relativiste, je vous l'ai donné dans le cours, je vous ai dit ça ressemble à une sorte de théorème de Pythagore, avec d'un côté l'énergie au repos de votre particule et de l'autre le PC au carré qui va faire intervenir justement qui va faire intervenir l'énergie cinétique de votre particule. Donc là, je peux isoler PC, vous voyez que, enfin P, c'est ça qui m'intéresse, c'est E carré moins MC carré au carré, alors faut pas oublier, il y a deux carrés, je prends la racine de ce truc-là et je divise par C. Et quand on fait l'application numérique, on trouve du 5,3 10 moins 19. Alors dans les unités, c'est des kilogrammes, mètres, seconde moins 1. Donc, connaissant cette valeur de P, on peut en déduire la valeur de lambda qui va être H sur P équivaut du 1,2 10 moins 15 mètres. Donc vous avez un électron dont la longueur d'onde de De Broglie est de l'ordre de grandeur de la taille d'un noyau atomique. Et donc, si vous voulez réussir à le diffracter, ça ne marchera que s'il tape vraiment pile sur le noyau atomique. Dès que vous prenez des trucs plus grands, en l'occurrence deux atomes qui sont écartés d'un angstrom entre eux, ce sera beaucoup trop grand pour pouvoir avoir une diffraction correcte. Voilà. Donc ça nous permet de répondre à ces 4 petits exercices d'introduction pour la mécanique quantique.